regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est une émission spéciale à laquelle nous avons invité depuis plus d'une semaine. Aujourd'hui, je ne vais pas l'animer seule, je serai avec mon ami Jean-Paul Moreau, qui a accepté de co-animer cette émission avec nous. Et puis pour vous remettre un peu dans le contexte, bientôt on va fêter le premier anniversaire de la résistance franco-ontarienne. C'est un mouvement qui a fait bouger la francophonie et un panel a accepté d'être avec nous aujourd'hui. J'ai à ma droite Soukaina Boutier, qui est la présidente de l'ACFO. J'ai aussi M. Pierre Jury, qui est éditorialiste au journal Le Droit. Merci d'avoir accepté. Et sur ma gauche, j'ai M. Carole Jolin, qui est le président de l'AFO. Et on a en fait aussi un anniversaire, pas seulement celui de la résistance franco-ontarienne, mais le premier anniversaire en tant que députée indépendante de Glengarry Prescott-Russell, Glengarry Prescott-Russell, Amanda Simard, qui est avec nous. Vous avez tous des programmes chargés et vraiment, je vais commencer par ça. Merci d'avoir accepté de vous détacher juste une heure pour venir nous parler des défis des Franco-Ontariens. Puis, Jean-Paul, on va juste revenir un peu en arrière. Est-ce que ça te dit? Je pense que c'est important. Oui, c'est important parce que, moi, il y a toujours une question, puis bon, c'est vrai dans le cadre du président John F. Kennedy, dans l'histoire des tours, bien sûr. Où est-ce que vous étiez à deux moments précis? Parce que ça n'a pas été très, très connu. Le 15 novembre, quand ça a été annoncé, les coupures budgétaires, et deux, le 1er décembre. Alors, on va peut-être commencer par Mme Amanda Simard, voir le 15 novembre, vous étiez où, et le 1er décembre, vous étiez où? À l'endroit le plus dramatique, peut-être en Ontario, dans le même édifice que Carole Jolin, je crois. Alors, j'étais à l'Assemblée législative et j'étais dans la salle de caucus à midi. Donc, l'énoncé économique devait être livré, annoncé en chambre à 1h, mais nous, on avait une réunion à midi. Et donc, je l'ai seulement su puisque j'ai posé la question à l'interne 5 minutes avant d'entrer en chambre, parce qu'à la fin de la réunion, on n'avait pas parlé de francophonie dans les coupures ou quoi que ce soit. Donc, je l'ai su à 12h55, presque en même temps que le public en général. Et ça a été le plus long 20-30 secondes de ma vie, la marche de la salle de caucus jusqu'à dans l'Assemblée. J'étais sous le choc et j'ai vu, je pense, en passant, je m'en souviendrai toujours, j'ai vu M. Jolin et un de ses adjoints et j'aurais dû avoir l'air assez blanche à ce moment-là, mais c'est là que j'étais. Et le 1er décembre, vous étiez? Le 1er décembre, j'étais à 2 manifestations dans mon comté. Quelle belle surprise de voir à Rockland et à Hawkesbury, les rues étaient pleines aux deux endroits. Donc, j'aurais pensé que les gens se seraient dirigés vers Ottawa. Plusieurs l'ont fait. Mais chez nous, à Glengarry Prescott-Russell, les gens se sont mobilisés comme jamais. C'était un peu comme un Montfort 2.0 dans les rues. Alors, oui, j'étais à Rockland et Hawkesbury et j'étais avec mon député fédéral. On a fait le trajet ensemble, M. Francis Drouin, et on a vécu quand même... je dirais que c'était une belle journée quand même. On va y revenir, bien sûr, pour la différence des deux dates, mais je veux juste qu'on resitue. Carole Jolin, vous étiez où le 15 et le 1er? Le 15, j'étais à Queen's Park et puis j'étais dans le sous-sol, où est-ce qu'il y a l'air commune. Et puis, on avait assisté à la mise à jour économique, mais comme ça arrive souvent en chambre, on n'était pas allé dans les détails de la mise à jour. Et puis, on était dans le sous-sol, j'étais avec l'analyse politique, on était en train de regarder, mais qu'est-ce qu'on va dire à la presse? Et puis là, on a commencé à recevoir des appels de journalistes qui nous disaient, voilà qu'est-ce qui se passe à l'université, le commissaire au service en français. Puis on disait, wow, un instant, là, on n'a rien entendu de tout ça, là. Là, on est allé aux informations, et puis là, on était tous les deux en état de choc, en train de dire, bon, OK, c'est quoi notre message? Ce avec quoi on sort? Et puis, peu de temps après, c'était prévu que je m'en allais en direct à TFO pour faire une entrevue, pour commenter.
J'aimerais ça revoir cette entrevue-là parce que j'ai l'impression que j'étais en état de choc en avant de la caméra, puis il sortait des mots de ma bouche, mais c'est comme j'ai l'impression que j'étais parti, là, vraiment, là, c'était un état de choc après avoir entendu ça, et puis qui venait anéantir tout ce qu'on avait travaillé, ce qu'on avait avancé dans les dernières années. Et le 1er décembre, vous étiez de la manifestation, bien entendu. 1er décembre, oui, la matinée, plusieurs entrevues en matinée. Et puis, évidemment, pour le rassemblement, j'étais là assez tôt. Et puis, c'était vraiment agréable de voir les gens arriver avec les couleurs. Il y avait du vert, du blanc partout. Il y avait des affiches. C'était incroyable. Et puis, là, on avait le plan de match, justement, l'ordre dans lequel on se présentait sur l'estrade pour pouvoir parler aux gens. Il y a pratiquement... Notre responsable des communications m'a dit, ben viens-t'en, là, tu tiens pas proche de la foule, je serais pas capable de te sortir de la foule après. Parce que c'était vraiment ça, c'était photo à gauche, à droite, les gens venaient nous parler, venaient nous serrer la main. Donc après ça, on a monté au 2e étage de l'édifice qui était là, et puis on pouvait voir justement l'ensemble de la foule, la marée humaine, les affiches qui étaient partout, c'était phénoménal, vraiment, là, vraiment incroyable. Soukaina, quant à vous? Moi, je me rappelle très bien, en fait, de ce 15 novembre-là. J'étais au travail. J'avais une rencontre avec plusieurs agents de la communauté. On avait une rencontre spécifique, justement, pour la ville d'Ottawa. Et à quelques minutes, à la fin de la rencontre, les gens sont partis. Puis je te dirais peut-être 2 minutes, 3 minutes, on ressonne dans mon bureau. Puis c'est comme, il y a une grosse annonce. Tout le monde est pâle, je dirais, comme Amanda disait. Vraiment, tout le monde était sous un choc. Et c'était qu'est-ce qu'on fait? Voici ce qui est arrivé. Voici des promesses qui ont été dites depuis le début, des promesses qui n'ont pas été tenues. Mais vraiment, tout le monde, c'était plutôt qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre plan d'action, ressaisir nos sentiments puis nos émotions, mais après, c'était qu'est-ce qu'on fait par la suite. Donc, c'est vraiment une journée où je m'en rappellerai toujours, surtout de revoir, je dirais, comme 5-6 personnes qui retournent dans mon bureau, tout le monde choqué. C'était quelque chose de très intéressant à vivre et j'espère qu'on n'aura plus à revivre ça. En ce qui concerne le 1er décembre, j'ai été à une des 4 manifestations que l'ACFA Ottawa avait organisé ici à Ottawa. Et donc, j'étais celle qui était à côté de l'hôtel de ville, dont justement M. Carole Jolin ici était là également. Donc, ça aussi, c'était un moment de fierté que j'ai vécu là-dedans. Avant de passer au téléphone, Pierre Giry, vous étiez où le 15 puis le 1er? Alors, le 15, j'étais au bureau, j'étais au travail. Alors, j'ai pris connaissance de l'énoncé économique et des petites lignes à la fin du communiqué pour dire « Ah, puis en passant, là, dans le cas des francophones, il y aura la fin du commissariat au service en français. L'Université de l'Ontario français est remise au calendrier grec. Alors, c'est pas fini, mais c'est fini. C'était fini. Il avait annoncé, et puis le 1er décembre, je n'étais pas là. De la même manière que le 22 mars 1997, je n'étais pas là non plus. Parce que, comme journaliste, comme éditorialiste, j'essaie de garder un bras de distance. Alors, le 22 mars 1997, je regardais ça à la télévision. Et même chose le 1er décembre 2018, je regardais la télévision. Je me réjouissais de voir que les gens étaient au rendez-vous. Parce que on se souvient que quelques jours avant, la grande crainte, c'était si on fait une manif, il n'y a personne qui vient. Quel message ça va envoyer à la communauté majoritaire que, finalement, les gens n'y tiennent pas tant que ça. Alors, le simple fait d'avoir eu une foule, vraiment une immense foule à Ottawa et à travers la province, ça indiquait qu'il y avait vraiment, que la population, les gens ordinaires, étaient derrière les leaders d'opinion, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, leurs élus, et c'est comme ça que j'ai passé ces 2 journées-là. On va, si vous voulez, avoir aussi la rétroaction d'Éric Charlevoix qui est au téléphone. Bien sûr, Éric, est-ce que vous êtes là? Oui, ça va bien. Absolument, Éric. Alors, je vous pose la question également, Éric. Vous étiez où le 15 novembre et le 1er décembre?
Ben, le 15 novembre, j'étais en voiture sur l'autoroute 417. Je partais de Castleman au moment où j'ai commencé à avoir des textos. Puis, ben, évidemment, il faut le savoir. Ben, je réponds pas à des textos en conduisant. On l'espère, oui. Sauf que j'ai tout de même appelé. C'est Yves Turbide, le directeur général de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, qui, le premier, m'a envoyé un texto. Je l'ai donc appelé. Et entre-temps, il y a Shanna Steels, notre directrice générale du Conseil des arts dans Prescott Russell, qui me textait en même temps. Et j'étais en route pour revenir à mon bureau au collège d'Alfred, si on veut. Et puis c'est là que je me suis activé, là, autant au nom du tourisme qu'au nom des arts, mais bien sûr en mon nom propre en tant qu'entrepreneur, à établir une certaine logique là et à produire un genre de billet bleu. Là. Je pense que j'ai appelé ça billet bleu pour un novembre noir ou quelque chose du genre auquel j'ai passé une bonne partie de la soirée. Le 1er décembre, regardez bien ça. J'habite à Hawkesbury, j'étais là très très tôt le matin, avant tout le monde. Donc j'ai quand même pu saluer certains des convives parce que j'avais affaire à Ottawa. Donc j'ai fait un stop à Ottawa. J'y suis resté pour le temps nécessaire et imaginez-vous que je devais aller, moi, chahuter le retour d'Eric Carlson. C'était le match des Sharks contre les Sénateurs. Donc, je suis arrivé à la fin de la deuxième période au match. Et juste assez, puis la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est la suivante. Juste assez pour huer un petit peu, et j'étais loin d'être le seul à huer. Toutefois, la voisine de siège nous entendait parler, là, mon bon ami et moi, en français, et elle s'est mise à nous enguirlander, et elle n'a eu de cesse de nous enguirlander. Ça a duré une demi-période en nous disant go back to your country, retournez chez vous, avec évidemment les blasphèmes d'usage que je ne veux répéter en ondes, au point où la sécurité a dû intervenir. Donc, c'était vraiment paradoxal comme situation. Fait que je me suis dit que c'était peut-être la plus belle des manifestations microcosmiques qu'on pouvait vivre. Là. Donc, j'étais quand même pas fâché d'avoir pu être là. Un peu partout. Tout à fait. Je poursuis avec mon autre question, Éric, parce que je sais qu'on ne peut pas vous garder très, très longtemps. Simplement vous demander, quelle impression vous gardez justement un an après de ces manifestations-là, de ce mouvement de résistance, brièvement? Ben, ce que je retiens, outre la résistance, évidemment, puis l'esprit de ralliement, la solidarité, qu'on se doit quand même rappeler, mais bon, ça va de soi. Ce que je retiens, c'est que dans l'Est ontarien, ce qui est toujours risqué, c'est de voir justement les gens se rallier, les gens s'unir à une même cause. Mais surtout, c'est de voir je vais dire les compatissants, mais j'aime pas le mot parce que j'aime pas considérer que c'est de la compassion, mais de voir les gens de l'autre langue et des autres langues et des autres cultures. Donc, à quel point on a eu cet appui-là de la part de francophiles. Et puis ça, je le dirai toujours, l'importance de la francophilie à l'égard de notre cause, de nos causes. L'importance de l'ouverture des francophones en Ontario, elle est cruciale, mais elle est aussi tributaire de l'ouverture de la part des autres aussi. Et c'est ce que je retiens et c'est ce que j'ai éprouvé aussi tout au long de l'année qui s'est écoulée. Donc, non pas seulement à quel point les gens du Québec et d'ailleurs au Canada se sont ralliés à la cause, mais à quel point les francophiles et les anglophones, donc, qui baragouinent à peine le français, mais qui comprenaient assez bien ce qui se passait, puis de voir aussi les gens d'affaires, les cercles de gens d'affaires, qui eux aussi, indirectement étaient affectés. Les autres sphères d'activité aussi qui ont directement été affectées par ces compressions-là. Tu sais, notamment nos collègues en tourisme, nos collègues en art, nos collègues sur le plan de l'éducation et en santé aussi, et de constater l'effroi de la part de ces gens-là. Puis je pense qu'on aurait servi de fer de lance, tu sais, du haut de la minorité qu'on est, on aurait quand même servi de fer de lance et de modèle, puis d'avertisseur aussi, à savoir que quand les compressions vous frapperont et essaieront de vous saper, vous, peu importe l'ordre ou peu importe la collégialité qui vous unit au sein de votre profession ou de votre métier, regarde, on pourra servir d'exemple ou de prototype là, quant à ce qui est très, très possible chez vous. Regardez à quel point ça peut s'organiser vite quand la passion, mais la lucidité aussi y sont.
Tout à fait bien. Écoutez, Éric, merci beaucoup d'avoir contribué à cette émission spéciale et au plaisir de se reparler assurément sur le sujet. Merci bien. Bien, ça me fait plaisir. Écoutez, merci de m'y avoir invité. Merci Le beaucoup. moindre des choses. Merci, Éric. Alors, Éric mentionnait... tiens, j'allais oublier notre réaction à nous autres. À nous autres, oui, c'est vrai, parce que même avant pendant que tu étais au téléphone, je pense que Mme Simard voulait ajouter quelque chose concernant ce jour du 1er décembre. Oh non, c'est juste parce que M. Jury mentionnait les manifestations et de sortir les gens dans les rues, mais en 2019, on le sait que c'est de plus en plus difficile de sortir les gens de la maison, même pour des événements sociaux. Donc, même si on crée des événements sur Facebook, peu importe, mais de voir que les gens ont sorti en si grand nombre en 2019, sans beaucoup on n'a pas eu quand même beaucoup de temps de préparation. Et c'était juste encore plus incroyable de voir qu'est-ce qui s'est déroulé cette journée-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à considérer, le contexte de l'ère numérique avec nos vies sociales différentes. Alors, c'était vraiment quelque chose. Je dois avouer que dans notre cas, au sein de la CFO d'Ottawa, nos membres, en tout cas, ce qu'on ressentait, c'est qu'ils trouvaient qu'on était trop en retard pour le 1er décembre. Ça prenait beaucoup trop de temps. Ils voulaient sortir le plus tôt possible. On était à la réunion. Ils trouvaient ça trop tard, mais justement, on essayait de véhiculer le message que c'est des actions qu'on va faire communes partout dans la province, mais aussi à l'extérieur de la province. Nous avions eu une solidarité incroyable à l'échelle nationale. Donc, c'était d'essayer de véhiculer ces messages, puis de dire, patience, on a besoin de vous, on va faire des actions concrètes. Donc, nous, on l'a vécu différemment ici. Mais ça, Soukaina, c'est le réflexe de notre époque. 144 caractères, 250, c'est que tout de suite, c'est dans l'immédiat. Il y a quelque chose qui se passe, on va réagir, puis bon, c'est simplement... Mais réagir au-delà des réseaux sociaux, réagir, vouloir sortir physiquement, je pense que ça sort au-delà de justement, je vais donner mon avis, puis ça se finit là. Si je veux être présent, je veux faire partie de ces actions-là, puis je veux que tout le monde écoute ma voix. Puis honnêtement, le 1er décembre, la foulée qu'on a vue, c'était pas une surprise. C'était beau à voir, mais c'était pas une surprise, là. Mais il y avait un temps frais, ce jour-là. Il y avait pas de tempête, c'était bon. Il faisait pas chaud du tout. Puis moi, là, pour être très sincère, c'est la première fois, puisque je suis immigrante, parce que là, je suis venue, ça fait faire 3 ans que je suis au Canada. Puis pour moi, venir en Ontario et vivre en français, c'était comme wow. Puis quand je disais au monde, moi, je vais à Ottawa, tu vas réapprendre à parler l'anglais. Mais non, je vais vivre en français. Puis ils ne comprenaient pas comment est-ce que je pouvais penser de même. Puis quand je suis arrivée, même encore dans ma salle de classe, la première réaction d'une franco-ontarienne que j'ai vue, qui a défendu ce projet de l'université, en fait, on était en plein projet. Puis elle a mentionné ce projet de l'université franco-ontarienne pour un cours, je ne me rappelle plus le nom, et puis j'étais comme, OK, c'est comme ça qu'ils s'appellent ici, ceux qui parlent le français. C'est comme ça que j'ai appris le terme de franco-ontarien. Puis pour dire vrai, là, j'ai animé l'émission le 1er décembre comme en direct pour la manif, et j'étais avec Jean-Paul. J'avais oublié le peu de professionnalisme que j'avais. Je sautais, je criais. Puis rendu à la maison, j'ai juste pleuré parce que j'avais des talons. Donc après, mes pieds respiraient. Mais c'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable. De se retrouver dans une foule, et je parle du 1er décembre, mais je veux aussi de vous apporter où j'étais le 15 novembre. Mais le 1er décembre, effectivement, de se retrouver dans une foule comme ça nous arrive pas très souvent. Non. Et je pense que c'est des moments... pour animateurs ou animatrices, c'est des moments marquants aussi. Il y a quelque chose qui reste là-dedans, et c'est un peu pour ça qu'on nous a demandé d'animer cette émission-ci, évidemment, parce qu'on était partie prenante de la chose. Moi, le 15 novembre, j'étais en train de déjeuner, et tout à coup, je vois ça sur mon téléphone, sur les bidules qu'on a, et là, je n'en revenais pas, là, je dis non. La première réaction que j'ai eue, et probablement que c'est la même réaction que vous, mesdames, messieurs, pas encore. Ça a été ça, ma première réaction. Pas encore. Parce qu'évidemment, bon, je connais un tout petit peu l'histoire du règlement 17. Montfort, j'y étais. Bon. Moins en observateur que Pierre Jury, j'étais dedans. Mais c'est des moments comme ça qui restent. Et bon, alors donc, le 15 novembre, j'étais en train de déjeuner, puis le réflexe, ça a été ça. Est-ce que vous avez l'impression que... et je vous pose la question à vous aussi, mesdames, messieurs, parce que je pense que c'est important qu'on revienne là-dessus. Les moments marquants, comment est-ce qu'ils nous marquent? Est-ce qu'ils nous marquent dans l'immédiat et après ça, on passe à d'autres choses et on continue de progresser? Ou est-ce que ça nous marque à un point tel que ça nous poursuit pendant très longtemps? Là, on est au 1er anniversaire, mais je prends l'exemple de Montfort et je pense que Pierre Jury, vous pouvez en témoigner. S'il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe,
ça demeure dans le temps et chaque fois qu'il y a un anniversaire ou que le moment arrive, on se souvient de la chose. Pour le mieux, évidemment. Est-ce que je me trompe, Pierre, dans ma perspective? Non, tu te trompes pas et c'est d'autant plus vrai pour les journalistes dont je fais partie, parce que nous, on est appelés à penser quelques jours à l'avance au fait qu'il y a un anniversaire qui s'en vient et de recontacter des personnes pour dire, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Où est-ce que les dossiers sont rendus? Est-ce que ça avance? Est-ce que ça avance assez vite? Pourquoi ça avance pas plus vite? Contrairement au monde ordinaire, qui, eux, vont se souvenir, le jour anniversaire, ils vont se souvenir de où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient cette journée-là. Nous, nos réflexes professionnels nous dictent d'y penser un peu plus et d'y penser, de décortiquer un peu plus l'événement. Est-ce qu'on prend, comme journaliste, et peut-être que je pourrais aussi adresser la question à Armanda et Carole, est-ce qu'on prend suffisamment de recul par rapport à ces événements-là, ou est-ce que malgré tout, il y a une part d'émotion qui rentre en ligne de compte? Il y a une part d'émotion qui entre en ligne de compte, oui, mais nous sommes vraiment des gens qui sont habitués de prendre ces pas de recul et même qui ont un côté sarcastique sur les choses. Alors, de poser des questions difficiles, mais de façon, on espère, respectueuse. C'est un peu le cas. J'ai parlé à Bado, justement, bien sûr, caricaturé chez vous. Et je lui posais la même... Absolument. Il y a eu des absolument. Et je lui posais la question, justement, comment est-ce qu'il fait pour prendre le recul? Lui est un peu plus dans l'instantanéité, mais je lui demandais comment est-ce qu'il fait pour prendre un peu plus de recul, lui aussi. Alors, c'est intéressant. Moi, je dois dire que ça a été vraiment... c'était le défi, c'était l'aspect instantané et de réaction des gens parce que moi, j'étais sous le choc. J'étais l'adjointe parlementaire aux affaires francophones et j'avais aucune idée que ça se passait. Donc, ma première réaction, c'était, c'est clair que je suis frustrée, je ressens la même chose que toute la communauté. Mais... pourquoi on a fait ça? J'essaie de comprendre les explications. Il doit y avoir une justification. Comment je peux changer les choses à l'interne. Donc, il y avait des étapes à prendre. J'ai tout de suite pris rendez-vous avec M. Ford. Ça pressait. Et je voulais comprendre et je voulais savoir ce qui se passait, comment on pouvait expliquer. Mais les gens s'attendent à une réaction immédiate. Mais moi, je voulais dire ce qu'eux disaient aussi. Et ça a été la période la plus difficile de la crise linguistique pour moi. C'était la période entre où je l'ai su et la période où j'ai pu dire quelque chose publiquement parce que mes amis, ma famille savaient que j'allais pas accepter les décisions. Mais ceux qui me connaissaient pas prenaient mon silence comme une acceptation. Mais il y a une diplomatie. En tant que politicienne, est-ce que vous avez, en tant que personne, vous avez été frustrée, je comprends, puis je pense que la communauté l'était tout autant, mais en tant que politicienne, est-ce que justement, vous avez pris la mesure politique de la chose, tout de suite en partant? Parce que ça changeait carrément la carrière politique, votre vision et tout et tout. A fallu. Je savais dès le début que j'allais pas accepter les décisions, mais il fallait que je sache que j'avais fait toutes les étapes à l'interne. Donc oui, l'approche plus politique, j'ai tout expliqué. Avant de rencontrer M. Ford, j'ai rencontré à 2 reprises. Je lui ai même écrit une lettre de, je pense que c'était 2 pages, expliquant ma position, pourquoi que c'était injustifié, puis qu'est-ce qu'il aurait pu faire, ou comment aller de l'avant, comment on règle tout ça, parce que je voulais qu'ils soient préparés, qu'ils comprennent un peu ma position. Alors, avant de vraiment aller contre mon parti et de traverser cette ligne quand même assez... une ligne rouge là, qu'on sait qu'on ne doit pas traverser quand on fait partie d'un parti. Alors, c'est certain que j'ai essayé, mais à un moment donné, quand j'ai vu que non, ça n'allait pas être possible, là, c'était le temps de vraiment dire ce que je pensais et de parler du cœur. Et c'est là que peut-être toute l'émotion a sorti. J'étais vraiment touchée. C'est ça. Mais je pouvais faire ça parce que, justement, je me suis dit non, c'est la seule chose à faire, mais j'ai essayé l'approche plus diplomatique à l'interne. Puis même
même quand j'ai été publique, j'ai quand même expliqué pourquoi. Mais là, tout d'un coup, on est comme catapulté dans une situation où est-ce que là, les médias, c'était pas scripté, là, il fallait vraiment parler, sortir en scrum. Les médias, les employés du Parlement n'avaient jamais vu ça. Tous les médias, les journalistes m'ont suivi partout à l'Assemblée. Ils attendaient que je sorte du restaurant parlementaire. Je m'étais comme un peu éclipsée là parce que c'est la seule place où ils n'ont pas le droit d'aller. Alors, parce que justement, j'avais jamais fait tant de médias de ma vie et j'étais pas préparée pour ça. Mais je me suis sentie tellement à l'aise, j'étais surprise par moi-même lorsque je leur parlais parce que je disais ce que je ressentais. Vous étiez en alignement avec vous. Oui, c'était comme pas de filtre, ça sortait comme que je me sentais et c'était vraiment incroyable, la foulée de médias qui partait. On trouve les endroits secrets dans ce temps-là. Il s'est passé une dizaine de jours entre l'annonce de l'énoncé et ta sortie publique. 15 novembre, ma sortie publique était le 22 novembre ou le 21 novembre. Donc, il y a eu 6 jours entre. Oui. Parce que je me souviens que moi, je m'intéressais beaucoup à toi. Oui. Parce que je me disais, c'est une jeune députée, elle arrive, ça fait 6 mois qu'elle est là, puis elle se fait lancer ça. Comment est-ce qu'elle va réagir? Et moi, c'était ça ma grande question, parce qu'on savait que du côté du gouvernement, il y aurait un mur. C'est ça notre position. Mais, alors, ton silence était indicateur qu'il y avait quelque chose qui se passe, mais quel côté est-ce qu'elle va se ranger? Et quand tu es finalement sorti, là, je dis... Oh mon Dieu, elle l'a fait et elle a des couilles pour me permettre l'expression parce que elle se tient debout devant son gouvernement, même si elle est une jeune députée, même si elle est toute jeune en âge, même si elle est toute jeune comme députée, elle se tient debout et ça, c'était très révélateur. Et ça justifiait aussi que tu aies pris quelques jours pour y penser, pour vérifier, pour valider ta position. Et entre ces journées-là, je voulais juste mentionner que je voulais laisser la chance à mes commettants de partager avec moi qu'est-ce qu'ils pensaient. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste fait une petite publication Facebook. J'ai écrit ceux qui veulent venir me parler de l'énoncé économique. Je vais être à Saint-Isidore un dimanche. Ça, c'était entre ma sortie et l'annonce. Okay. Alors, je voulais que les gens viennent parler. J'ai pas mentionné francophonie ou rien. J'ai pas vraiment annoncé ça plus que ça. Et au-dessus de 300 personnes se sont présentées à l'aréna de Saint-Isidore. Et c'est là que les gens sentaient que je me sentais comme eux. Je parlais pas trop. Et je vais toujours m'en souvenir. Il y a quelqu'un à la fin qui m'a demandé ça serait quoi pour toi la ligne rouge que tu quitterais ton parti, et j'ai répondu la journée où est-ce que je peux plus faire mon travail. Et ce qui s'est passé dans la semaine suivante que j'ai mentionné à plusieurs reprises, mais je le repartagerai, il y a eu des événements qui se sont passés qui a fait que j'ai rentré une journée et j'ai dit, aujourd'hui, on m'a empêché de faire mon travail. Et c'est cette soirée-là que j'ai pris la décision de quitter. Mais je me suis pas juste levée un matin et j'ai décidé que j'allais quitter le parti. Mais il y avait eu tout entre-temps plusieurs choses qui se sont déroulées. Donc oui, il y a eu cette réunion-là. J'ai parlé avec les gens de chez nous parce que j'étais avant tout leur représentante. Exactement. Et c'était, je ne veux pas dire que c'était facile de dénoncer, mais je me sentais de la même façon qu'eux et je suis leur représentante. Donc, non seulement je joue mon rôle de représentante, mais je reste fidèle à moi-même et mes convictions. Souvent, c'est un défi pour les politiciens parce que peut-être que tu ne te sens pas comme les gens se sentent dans ton comté. Et est-ce que tu joues le rôle de les gens t'ont élu, tu prends les décisions, ou tu représentes ce que les gens veulent vraiment directement? Alors, pour moi, c'était naturel, mais c'est vrai que c'était pas facile parce que je ne savais pas. C'était l'inconnu d'être indépendante et de dénoncer. Je ne savais pas si eux allaient m'expulser du caucus parce que j'ai voté contre l'énoncé économique. Ça aurait pu être ça. Oui, et ils m'avaient clairement averti. Et même avant d'aller à Tout le monde en parle, j'ai eu l'invitation à Tout le monde en parle, je pense, le 20 novembre ou en l'entour de ces dates-là.
Et le bureau du premier ministre a téléphoné à mon bureau de comté, a dit à mon adjointe en anglais, « If she gets on that plane, there will be consequences. Donc, si tu vas à Montréal, il y a des conséquences. Donc, mais moi, j'ai dit, just watch me. Le gouvernement craignait, tout le monde en parle. Il voulait tout faire pour pas que tu ailles là, parce qu'à ce moment-là, on connaît la vitrine de tout le monde en parle. Hein. C'est 2 millions de téléspectateurs chaque soir. Eux pensaient que j'avais démissionné sur l'émission, parce que l'émission est enregistrée le jeudi et est diffusée le dimanche. Donc, eux, je peux pas tout raconter, mais il y a eu tellement, là, je ressentais qu'eux étaient convaincus que j'avais démissionné sur le plateau de Tout le monde en parle. Et même par après, je recevais encore les courriels et j'ai vu qu'ils avaient commandé la transcription. Ils l'avaient fait traduire, puis ils avaient surligné les parties que j'avais parlé pour comprendre ce que j'avais dit. Et tout le monde était sur les nerfs. C'est un peu quand même paradoxal. C'est un peu paradoxal, effectivement. Carole, je me demandais, en tant que dirigeant d'un organisme d'importance, puis bon, là-dessus, je le replace dans la lignée de l'AEFO, bon, etc., comment est-ce qu'on peut réagir? On connaît que vous avez eu une réaction, comment dirais-je... Comme immédiate, mais... Immédiate, mais en même temps aussi très, très centrée, très cadrée, organisée. Oui. Est-ce que ça vous rongeait de donner un point de vue un peu plus émotif, ou est-ce que vous avez jugé que... Parce qu'on connaît un peu vos antécédents, évidemment. C'est une bonne question. Je dirais que d'avoir représenté l'Association des enseignants et des enseignantes franco-ontariens, ça a été une excellente préparation en vue de quelque chose d'aussi gros. On a eu des moments difficiles en négociation, par exemple, où est-ce que les journalistes me suivaient. Je me souviens d'avoir donné une entrevue sur un terrain de golf à un moment donné, entre deux trous, parce que le journaliste voulait savoir où est-ce qu'on était rendu en négociation en plein été. Mais tout ça pour dire que... à l'AEFO, j'avais un très bon encadrement au niveau des communications. Et à l'AFO, on a un très bon encadrement au niveau des communications. Et quand ça s'est arrivé, il a fallu aller chercher de l'aide. Ça, c'est officiel parce que c'était tout ce qui arrivait était au-delà de ce que le bureau fait normalement. Donc, on est allé chercher de l'aide aussi du côté des communications parce que notre responsable des communications était en congé de maternité. Et puis, on avait quelqu'un qui débutait dans le travail. Donc, on est allé chercher de l'expérience, Dieu merci. Et puis, j'ai toujours eu cet encadrement-là qui était autour de moi, qui me préparait comme il faut, avec les points, les faits saillants, là où il fallait que j'aille, les pièges à éviter. Puis, j'avais quand même du vécu que j'avais. Je pouvais contourner les questions, des fois un petit peu pointues des journalistes qui voulaient me faire dire des choses. Je dis, non, je suis pas prêt. J'en ai vu des entrevues. Je m'en vais pas là. Et puis, dans ce sens-là, on a pu, je pense qu'on a pu bien contrôler le message. Et le message a été entendu parce que, regarde, ce que je disais récemment, si le 1er décembre, il y avait 500 personnes qui étaient sorties au total dans les 40 sites, c'était fini avec l'université, c'était fini avec le commissariat, on n'en parlait plus, tout était enterré. Mais la façon que la communauté a répondu, c'était incroyable. Et je me souviens encore, pendant le temps des fêtes, où est-ce que je me promenais sur Facebook, puis je voyais là, des mitaines, des foulards, des pantoufles, des tucs, tout ce que tu voudrais. J'en ai reçu. Aux couleurs. Ils sont faits par l'ACFO aussi, hein. C'est dans la boutique, on peut en avoir comme oui, c'est super. Mais c'est de voir comment les gens ont pris sur eux de s'afficher. On demandait aux gens de s'afficher. Et puis le 1er décembre, la façon que les gens sont sortis, nous autres, on a travaillé étroitement avec tout le réseau des ACFO qui se sont chargés de la mobilisation locale. Et puis, ça a bien fonctionné d'un bout à l'autre, mais surtout, c'est que la communauté a répondu. Et c'était une manifestation. Les gens, il y avait une certaine frustration, mais il y avait aussi un élément de célébration d'être ensemble. J'ai envie de vous amener sur... Et on a beaucoup de points de comparaison. On voit des images encore, bien sûr, de Montfort et bon, du rassemblement de Montfort. Il y avait un peu aussi la même excitation, si on veut, jusqu'à un certain point. Est-ce que c'est ce que vous avez senti à l'ACFO aussi, Soukaina? Justement, que les gens, il y avait une excitation vraiment de faire partie de l'événement, mais en même temps, des buts qu'on visait en faisant ce rassemblement.
Je pense qu'il y a définitivement une excitation de faire partie de ce moment historique, de faire partie de l'histoire définitivement, mais aussi de faire partie d'une communauté forte. Je pense que c'est ça qu'on célébrait le plus. C'est que oui, on est ensemble, on était différents, mais on est ensemble, on est en train de recréer une histoire commune. Puis ça, c'est quelque chose aussi que je pourrais rapporter un peu comme ce que tu disais tantôt par rapport à être immigrante, ne pas avoir vécu, peut-être Montfort. Moi, ça fait quand même une dizaine d'années et plus que je suis ici, mais j'ai pas vécu Montfort. J'en ai entendu parler, je connais très bien le règlement 17, je l'ai étudié, mais le vivre, c'est quelque chose de différent. Mais vivre, malheureusement, des situations comme ça nous fait aussi, je dirais, un peu dire, ben au fait, on est en train de recréer une histoire commune, une franco-ontarienne, une communauté franco-ontarienne commune malgré nos différences qu'il peut y avoir. De l'immigration, il y en a tout beaucoup. À fait, tout à fait. Fait que je pense que oui, il y avait définitivement un moment de célébration là-dessus, un moment de l'excitation, mais je pense que tout le monde était fâché. Faut le dire aussi. Ils étaient là parce qu'ils étaient fâchés, parce qu'on s'est tous sentis attaqués. Puis comme si justement on nous sommes fait rire tout le long dans le fond. Nous avons eu des promesses, mais des promesses qui n'ont pas été tenues. C'était des promesses qui étaient pour des élections, mais une fois que les élections ont fini, ben on a eu ce qu'on a eu. Fait que je pense que tout le monde s'est senti attaqué. Puis c'était ok, on est là. Si vous pensez qu'on va accepter cette condition-là, ben pas du tout. Et les gens s'en sortent. Mais encore, ce que je voudrais dire, c'est quand même incroyable d'y penser que c'est des manifestations qu'il y a eu partout en Ontario au même moment. Oui, à celle d'Ottawa, c'est des images qui en sont sorties parce que c'est au-dessus de 5000 personnes, mais tu as eu des 500 personnes ici, des 1000 personnes ici, des 3000, etc. Il y en a eu un peu partout, mais aussi la solidarité qu'on a eu au Canada. Moi, je me rappelle même, au sein de mes autres fonctions, l'ACFO, à travers ça, j'ai vendu des drapeaux, on a donné des drapeaux à tous nos collègues, que ce soit au Manitoba, en Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique, au Yukon, et aussi, ils sont donnés des mobilisations en solidarité qui nous a aussi il faut le dire aussi, nous donner aussi une visibilité à l'international. Donc, on était rendus quand même c'était plus juste nous, notre communauté franco-ontarienne, puis nous minoritaires. Non, on est peut-être minoritaires dans une province, mais notre poids est gros, puis notre voix est grande aussi. Si je peux enchaîner sur ça, ça a été de voir l'appui qu'on a eu un peu partout, comme tu l'as mentionné. Dans les provinces, il y a plusieurs provinces et territoires qui ont organisé des marches. J'étais à Regina, il n'y a pas longtemps. Et puis, le président avait son rapport annuel, puisqu'il y avait une photo justement de la marche qu'ils ont fait. Puis, je lui ai demandé, j'ai dit, vous étiez combien lors de la marche? Il dit, on était 65. Il dit, il faisait moins 40. Oui. Donc, c'était la foule a réagi de la même façon que vous avez réagi quand il a annoncé ça. C'était de voir, et puis de couverture internationale, parce qu'initialement, quand tout ça a commencé, on était dans notre bulle en Ontario. On disait, on est en train de régler, d'avoir à affronter une situation qui nous appartient. Puis graduellement, j'ai commencé à donner des entrevues au Québec. Ça a commencé dans l'Outaouais, puis ça a commencé à se répandre. Et puis, il est venu un moment que tout le monde au Québec en parlait, ce qui fait qu'on a pu avoir 4 des nôtres à tout le monde en parle. Et puis, de ça, j'ai commencé à avoir des appels de l'extérieur. On a été couvert par le Washington Post, on a été couvert par le New York Times à quelques occasions. On s'est retrouvé dans le Japan Times. Je sais pas comment. Oui, mon nom sortait, je comprenais pas. Je sais pas comment ça s'est rendu là. On a été couvert par la France TV5, Sputnik, la revue Sputnik, Le Monde, qui ont communiqué avec nous autres de façon régulière. Donc, c'était de voir que c'était une question d'attaque aux droits d'une minorité. On parlait plus de l'université. On parlait de l'université et du commissariat, mais le grand titre, c'était attaque contre les droits d'une minorité. Et puis ça... Officiel. Exactement. Et puis ça l'a fâché les gens, non seulement chez nous, mais partout au Canada, à travers la francophonie et à travers les francophiles aussi qui veulent que le français progresse. J'entendais, moi, Zachary Richard, vous connaissez tous Zachary Richard, bien sûr, il y a quelques jours à peine, sur les ondes de Radio-Canada, justement, et il disait que, justement, les conséquences de ce mouvement-là, de rassemblement de la francophonie et des franco-ontariens, il l'avait même senti, il avait senti les Louisianais vraiment être partie prenante de la chose. Ça, un an après. Alors, donc, c'est pour montrer un peu les séquelles, les conséquences de la chose. À la rencontre des villes francophones et francophiles, il y a quelque temps, il y avait des représentants, des jeunes qui venaient de la Louisiane. Puis un de leurs représentants me disait,
on vous a suivi, puis vous savez, nous sommes, nous serons. Il dit, pour nous autres, il dit, c'était fort. Fait que ça m'a impressionné de voir jusqu'à quel point, justement, on avait atteint, on s'était rendu jusque dans le fond de la Louisiane, qui suivait qu'est-ce qui se passait chez nous. Parce que la bataille linguistique, ils la connaissent eux autres aussi. Les faits, on les connaît assez bien. Bon, évidemment, une bataille pour les services en français, puis l'université, je pense que ça demeure encore. Mais ce que je me demande comme question, est-ce que justement, plus le temps s'écoule, et je vais demander à Pierre de réagir un peu là-dessus, plus le temps s'écoule, est-ce qu'on sent encore que la population soutient justement ces demandes-là? Est-ce que justement, on continue à maintenir le flambeau, en d'autres mots, pour ces questions-là en particulier, où c'est devenu un peu plus large, un peu comme l'esprit de Montfort, où non seulement c'était l'hôpital, mais c'était aussi les droits de la communauté, liberté, égalité, etc., comme on dirait à un moment donné. Est-ce que, justement, ça se transforme aussi de cette façon-là, Pierre? Moi, j'ai l'impression, c'est une impression extérieure, parce que je ne parle pas avec Carole Jolin à toutes les semaines, que maintenant que la question de l'université est réglée, que la question du commissariat aux services en français est semi-réglée, parce que le commissaire, lui, est disparu. Les employés sont restés, ils ont été transférés au bureau de l'Ombudsman, mais on a l'impression que la question est à peu près réglée, que le débat est en train de s'essouffler. Mais la perte du commissariat au service en français va se faire sentir sur du plus long terme aussi, parce que le commissaire, qui était François Vallot, il sortait des rapports à toutes les années, et ça s'ajoutait, et à toutes les 3-4 ans, il en sortait un plus gros. C'est-à-dire, pas que son rapport était plus gros, mais son rapport, il frappait plus l'imaginaire. Tout à fait. Proactif. Oui, et puis ça avait plus d'impact. Et c'est ça qui va être ressenti comme une perte pour les franco-ontariens, même si à court terme on ne le voit pas, puis on a l'impression que la question est semi-réglée. La question n'est pas réglée, et puis il reste à voir comment ça pourrait se faire éventuellement. Oui, Mme Simard. Je voulais juste ajouter à ça, c'est que pour les questions spécifiques comme ça, même si les deux étaient réglés, complètement réétablis, je peux vous dire sur le terrain, donc pas comme observateur d'ailleurs, mais la confiance envers le gouvernement et le parti a été brisée. Et moi, je me mets dans le contexte que quand j'ai fait campagne, j'ai cogné aux portes, j'ai fait le porte-à-porte tellement longtemps, et les gens, presque à chaque 2 portes, me parlaient de Montfort. Et c'était 20 ans plus tard. Il y avait déjà pas beaucoup de confiance en le parti PC des gouvernements conservateurs. Et ce petit brin de confiance-là qui existait, juste l'intention de complètement annuler et de gérer les dossiers comme ils les ont gérés, ça a disparu. Et donc, oui, ça a réglé un des dossiers, mais même si les deux étaient réglés, c'est vraiment dommage parce que moi, j'ai travaillé tellement fort personnellement pour rebâtir l'image avec la francophonie. Je disais à chaque porte que j'allais, inquiétez-vous pas, c'est pas le Parti PC de 20 ans passés, on comprend les francophones, je fais partie du parti, je vais jamais laisser quelque chose comme ça se reproduire. Donc, je peux comprendre d'un autre point de vue que les dossiers peuvent avancer, mais même si les deux sont avancés, ils ont quand même beaucoup de travail à faire pour regagner la confiance des francophones en Ontario. Et ils sont en train de se changer. Alors, ils ont changé quelques personnes. Après avoir réalisé le coup politique. Tout à fait. Ah oui, oui. Ah, c'est simplement les partis politiques n'apprennent pas dans le vide. Hein? Ils apprennent parce qu'ils ont eu des leçons. Il aurait dû savoir de 20 ans passés. Il y a une leçon, juste là, c'est que n'importe quel parti politique, une fois qu'il est élu, c'est de regarder la prochaine élection, qu'est-ce qu'on fait après être réélu. Exactement. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être de faire la bonne chose. Au bon moment. Et puis, première fois. De la façon que c'était parti, il fallait qu'il y ait un coup de barre qui soit donné. C'était officiel. Et puis, c'est ce que M. Ford a fait avec le remaniement ministériel. Il y a eu des changements dans sa garde rapprochée. Et puis là, on voit une toute autre approche.
Et déjà, le dossier de l'université avançait, avant même qu'il y ait des changements au niveau ministériel, mais au niveau de la garde rapprochée de M. Ford. Mais quand il y a eu ces changements-là, tout d'un coup, le dossier de l'université s'est mis à faire des grands pas en avant. Et c'est là que nous, on a commencé à pousser, à dire... On avait déjà parlé de solutions possibles avec les 4 premières années qui seraient financées par le fédéral, et puis après ça, le gouvernement provincial pourrait continuer. Il y a un truc qu'il ne faut pas aussi oublier quand on parle de la francophonie ontarienne puis l'impact qu'il y a eu. Oui, il y a le commissariat. Oui, il y a l'Université de l'Ontario français, mais la communauté franco-ontarienne, il faut voir ça avec une intersectionnalité. Les coupures au niveau de l'éducation, il y a un impact sur la francophonie ontarienne. Donc, juste pour répondre un petit peu à la question, oui, les francophones sont encore là, sont en train de sortir, puis sont en train de militer pour leurs droits dans différents contextes. Pourquoi je prends l'exemple de l'éducation? Ne serait-ce que cette semaine, vous le savez, il y a des manifestations, il y a des grèves qui sont au milieu de l'éducation qui impactent aussi directement la francophonie ontarienne. Fait que oui, ça se fait, peut-être pas au nom des 2 emblèmes qu'on avait, mais ça touche encore notre communauté, puis les gens sont toujours là en train de faire entendre leur voix dans différents contextes, par exemple au niveau de la santé également. C'est très intéressant ce que vous mentionnez, Soukaina, parce que on le sait tous maintenant, le MIFO est en rénovation, façon de parler. Ils veulent agrandir, ils veulent donner une place importante, plus importante physiquement et autrement qu'il l'avait avant. Et c'est encore un peu le même combat auquel ils vont faire face, comme la Nouvelle Scène a fait le combat, comme Montfort, comme Unique FM, comme les autres. C'est très intéressant que cette cyclicité-là revienne. Et on se bat pour les mêmes affaires chaque fois qu'il faut recommencer par zéro. Mais enfin, il y a certains acquis, mais quand même... Mais je pense que c'est aussi ça le défi, c'est que de on a des emblèmes qui nous sont retirés du jour au lendemain pour des prétextes budgétaires, mais aussi l'impact, c'est là où je vais vraiment rappeler à l'intersectionnalité, c'est que l'impact est encore plus sur quand on te dit, on est quand même citoyen au bout de la ligne. Oui. J'ai autant besoin d'avoir accès à mon éducation, d'avoir accès aux santé, etc. J'ai autant ces besoins-là que mon homologue anglophone, mais l'impact il y a encore plus pour avoir cette accessibilité-là en français dans ma langue. Puis ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, puis il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut rappeler parce que c'est le défi en tant qu'élu. Souvent, les mesures vont toucher les francophones de façon disproportionnée. Donc, les coupures en éducation, nous, les écoles francophones, les taux d'inscription, ça déborde. Oui. Tandis que les écoles anglophones, c'est en diminution, donc en déclin. Alors, quand ils coupent, il faut qu'ils regardent l'aspect francophone. Donc, ça touche toutes nos différences. C'est très, très en santé aussi. Les régions rurales francophones, la population âgée francophone. Mon grand-père ne parle pas l'anglais du tout, ne comprend pas l'anglais. Donc, c'est plus touché. Le service de santé, ça me rejoint particulièrement parce que je pense qu'on en a parlé à une émission où est-ce que vous êtes venus entre nous. Vous avez travaillé sur le livre blanc. Et j'ai entendu un témoignage, je nommerai pas la personne, où la madame avait son amie qui allait à l'hôpital. On a le réflexe, quand on se sent mal, de parler dans notre langue primaire. Puis la femme est rendue, elle était en train de faire un AVC, mais rendue à l'hôpital, puisqu'elle ne comprend pas l'anglais ou elle est juste dans un moment de stress, elle a dit « I have a headache ». C'est pas un headache. Donc là, on aurait pu perdre cette madame-là, en fait, dans le fond. Bien, c'est ce qu'on a dit toujours dans le domaine de la santé. C'est que les revendications qu'on fait, c'est pas une question identitaire, c'est une question de sécurité. Exactement. Et c'est pour ça qu'on travaille de façon active avec le livre blanc. On a un comité aviseur. Et puis que, justement, dans la réforme qui est en train de se faire au niveau de la santé, qui commence, là, qui est en train de cheminer, bon, on veut s'assurer que la lentille francophone est toujours là, qu'on mette de l'avant des politiques, et puis après ça, qu'on se rende compte, on n'a pas pensé, qu'est-ce qu'on fait avec les francophones? C'est ça. Et puis là, d'essayer de corriger des situations qu'on ne réussit jamais à corriger comme il faut. Puis moi, je peux enseigner les services là, à faire de l'offre active à chaque moment. Puis souvent, c'est simplement de l'ignorance de qu'est-ce qui se passe. Et je pense que c'est important de souligner que pour M. Ford, moi, je pense que c'était pas intentionnel, une attaque, quand je regarde à l'arrière. C'est que lui, personnellement, peut-être son équipe, c'est intentionnel, mais il ignorait qu'est-ce qui se passait avec les francophones, qu'est-ce qui nous tenait à cœur, les institutions qui sont sacrées pour nous. Et il n'y avait pas personne au cabinet des ministres, à la table des ministres, qui pouvait lui faire comprendre c'est quoi l'importance. Ça me surprend un peu ce que vous dites. Sérieusement, je suis aussi surprise. Parce que Mme Mulroney, qui est la fille de l'ex-premier ministre du Canada, Brian Mulroney est très au courant du fait francophone. Je suis persuadé qu'il a dû dire à sa fille. Mais je vais vous partager quelque chose. Quand j'ai téléphoné Mme Mulroney pour la première fois,
pour expliquer que j'avais des inquiétudes et tout ça. Parce qu'on compte sur elle pour justement être la voix au cabinet. Elle m'a répondu, et je cite, « Amanda, il faut faire confiance aux professionnels. » Donc, c'est là que j'ai su, et ça l'a poussé ma décision à dénoncer publiquement que, justement, il n'y avait pas d'alliés. Et personne n'allait faire comprendre à M. Ford qu'est-ce qui se passait. Alors, pour moi, forte, en fait, pour pouvoir le pour faire. moi, j'étais comme, OK, je suis seule dans ce combat. Je sais pas comment on va régler ça, mais là, j'ai redemandé une rencontre avec M. Ford directement parce que je savais qu'on pouvait pas passer à travers de d'autres canaux. Dans l'entourage de M. Ford, on s'imaginait qu'après 2 ou 3 jours après l'annonce, Ça serait fini. on n'en parlerait plus, puis C'est ce serait ça. fini parce que c'est la perception Mais c'est et ce la que les connaissance professionnels disaient. et la connaissance qu'on avait de la communauté francophone en Ontario. Ou la méconnaissance. La méconnaissance. La Ouais, parce que connaissance ou la le 1er décembre a méconnaissance. changé la vision de beaucoup de personnes. Je pense qu'on a donné un bon cours après ça. Où est-ce que, à la vitesse à laquelle on est sorti, la façon que la communauté a répondu, on a envoyé un message très, très fort. Ouais. Et puis, je pense pas qu'ils veulent retourner À ça à un encore. événement comme ça. Mais c'est ça qu'il me disait. Il disait, Amanda, ils vont plus s'en rappeler dans 3 ans. Là. Inquiète-toi pas, ils vont plus s'en C'est un peu rappeler. le son de la Comme question. si c'était la Ouais, tout à seule chose à quoi je pensais. J'ai dit, tu connais pas mon monde. Et Ils sont premièrement, tu passionnés. connais pas mon monde. Deuxièmement, c'est totalement pas la bonne chose à faire. Donc, c'était justement l'attitude. On ne comprenait pas à quel point, c'était quoi l'ampleur des conséquences qui allaient Est-ce que suivre. vous voulez ajouter quelque chose, hein? Non, mais j'apprécie tout ce qui se Parce dit. que j'ai vu avec les yeux écarquillés quand elle mentionnait que Oui, 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 M. oui. Ford Non, n'est pas au parce que courant. j'apprécie tout ce qui se dit parce que l'affaire, c'est avec le temps, les langues se délient. Se délient. Et on apprend des choses d'Amanda Simard. Elle se permet de nous dire des choses aujourd'hui qu'elle ne se permettait pas de dire il y a 1 an ou il y a 1 an et moins 3-4 C'est jours. normal, ouais. Alors, c'est normal, mais c'est très, très éclairant. C'est pour ça que les journalistes aiment ça revenir 1 an. On laisse la poussière tomber. Ça, exactement. Et là, ouais. Exactement. J'aimerais quand même qu'on parle, parce que bon, ça a été une partie prenante importante dans ce phénomène-là de rassemblement et de résistance. C'est l'apport du fédéral. Pierre, j'aimerais ça que vous me donniez un tout petit peu votre point de vue là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression, justement, que le gouvernement fédéral, c'est pas pour faire le procès de quoi que ce soit, mais on essaie de replacer justement les choses. Est-ce que, justement, on a eu l'impression que la communauté francophile et francophone s'est soutenue? Oui, exactement ça. Dès le point de départ, ou est-ce qu'il a fallu un peu tordre le bras, comme on dit? Alors, je pense que le gouvernement fédéral était plus avancé qu'on ne le crédite d'être normalement. OK. Et je vais mettre ça sur le dos de Mélanie Joly. Elle a défendu le dossier Netflix et elle l'a très mal défendu. Et elle s'est retrouvée victime de ça et elle s'est consacrée à défendre le dossier de la révision de la loi sur les langues officielles. Et là, elle s'est redécouverte. Et pendant donc l'année et demie où elle a délaissé le dossier Netflix et elle s'est concentrée sur les dossiers linguistiques, elle a montré qu'elle savait entendre et écouter. Ce qui fait que quand le gouvernement s'est montré ouvert, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement fédéral se sont montrés ouverts à négocier et à venir une entente, elle avait déjà acquis un peu plus ses lettres de noblesse. Et puis, elle a pu faire cheminer le dossier à son point de vue et le provincial de son point de vue aussi. Et je pense que c'était dû au fait qu'elle avait fait du bon travail. Si elle avait continué dans la manière qu'elle avait fait le dossier Netflix, on n'en parlerait plus de Mélanie Joly. Elle n'aurait pas été réélue. Mais là, elle a été réélue parce qu'elle s'est bien illustrée. On se rappellera qu'au mois de janvier, le 15 janvier, le financement du Conseil des gouverneurs de l'université se terminait. Et c'est le fédéral qui a pu, avec un octroi d'1,9 million, continuer le dossier parce que ça aussi, si cet argent-là n'était pas là, c'était fini. Le Conseil des gouverneurs était dissous, puis on n'avançait plus. Et puis, de ce moment-là, on a commencé à parler du 4-4.
les 4 premières années fédérales, les 4 subséquentes au provincial. Et ça a cheminé, puis le fédéral a accepté cette idée-là aussi. Maintenant, il nous restait à travailler du côté provincial. Puis, Dieu merci, on a pu se rendre là et puis avoir une entente. Mais de ce côté-là, le fédéral nous a appuyés, était là le 1er décembre. Mme Joly était à la manifestation du 1er décembre. L'octroi de janvier, et ensuite de pouvoir cheminer à l'intérieur de son caucus pour faire cheminer cette idée-là. On va financer les 4 premières années. Ça ne s'est jamais fait, ça, nulle part, dans les projets dans lesquels le patrimoine a été impliqué. Et puis après ça, d'être capable de parler avec le provincial, d'en venir à une entente je dirais, initialement, ce qu'on disait, nous autres, négocier une entente de principe. Je comprends que vous ne vous entendez pas sur tout le plan d'affaires puis tout ça, mais entendez-vous sur l'argent, puis après ça, bien, vous ferez diligence, puis vous travaillerez, les fonctionnaires font leur travail. Et puis, c'est comme ça qu'on a pu en venir à une entente. J'aime beaucoup votre approche de sagesse, là, parce qu'il faut que je vous le dise. Merci d'avoir d'user de votre sagesse, parce que je me dis, le commissaire, l'université, tout ça en même temps, contrairement à Montfort, c'était une grosse affaire Montfort, mais là, tout de suite, vous avez parlé, vous avez dit à plein de médias, vous n'allez pas tout de suite à une bataille comme devant les tribunaux. On va passer à une bataille politique d'abord. Puis, je me suis dit, OK, bataille politique, déjà le 1er décembre, avec la température qu'il allait faire, je me suis dit, est-ce que les gens vont sortir? Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, il avait raison depuis le début. Intéressant, tout à fait, mais ce qui est intéressant, et on se souviendra des paroles de Ronald Casa, qui avait dit, tenez-vous bien, un très beau messieurs. discours, oui. Tenez-vous bien. Attachez-vous fait que tout le monde partait à acclamer et tout. Ouais, c'était vrai, c'était vrai. Ça, c'était déjà la voix, l'écho de Gisèle Lalonde, mais et de Casa, bien sûr, avec Montfort. Mais moi, ce que j'aimerais aussi, et cette émission se tire à sa fin, malheureusement, on pourra encore s'étendre sur la chose, mais moi, je veux quand même revenir sur un aspect que je pense qui est important, c'est le rôle des artistes aussi, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il y avait le rôle des associations, des politiciens, bien sûr, des journaux. Ma préférée partie de tout ça, c'était extraordinaire, et je pense que ce mouvement-là, quand il s'agit d'avoir un mouvement de résistance ou de ce genre-là, je pense que c'est important que les artistes soient là, exactement. Je vais raconter quelque chose de vite fait parce que quelqu'un m'avait envoyé une vidéo de Facebook. Il était à Sudbury, une de mes amies du secondaire, et il y avait Steph Paquette qui a fait une chanson pour moi, et ça s'appelait Amanda. C'était sur la tune de Boston. Et lui, il savait pas, donc il a changé toutes les paroles, et c'était vraiment drôle. Et c'était comme un peu, ça l'a allégé un peu la tension. Et l'affaire qui est drôle, c'est que la raison que je me nomme Amanda, c'est en raison de cette chanson-là. C'était vraiment touchant, c'était la chanson de Boston, donc ça m'a vraiment touchée. Et justement, on a vu l'apparition de toutes sortes d'artistes. Mélissa Ouimet qui a commencé à chanter et nous appuyer. On a vu Catherine Levac, on a vu Damien Robitaille, il y a toutes sortes de... Catherine était à Montréal pour la marche de la Saint-Jean, qui était avec nous à Montréal. Donc on a vu tout ça, et ça l'a vraiment démontré qu'on est dans tous les coins, parce que aussi, moi, j'ai eu, avant que je quitte le parti, j'ai reçu une lettre d'appui de je sais pas combien de juristes francophones de partout à travers la province. Donc, on voyait qu'on est il y a des francophones partout. C'est dans tous les domaines, et le domaine artistique est ressorti très fort. Mais je pense que ça démontrait qu'on s'affiche pas toujours dans nos domaines particuliers, mais on est là. Je pense que aussi ce que ça nous rapporte aussi de la résistance, là, honnêtement, moi ce que j'en conclus, c'est que ça appartient à tout le monde. Tout le monde a fait des actions à tous les niveaux. C'est pas juste une entité. Vraiment, c'est pourquoi la résistance en a pu arriver à où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, parce que tout le monde était partie prenante, tout le monde a fait des actions, autant au niveau de la culture, au niveau des organismes, les personnes, les individus, les actions qui ont été faites, justement, tu mentionnais. Exactement. Nos alliés, vraiment, tout. Puis je pense que c'était ça notre réussite, c'est que c'était un mélange de tout qui faisait qu'on était plus vus, plus entendus à tous les niveaux. Puis c'est ça qu'il nous faut, au fait. Et c'est ce qui nous rappelle un peu le dicton qui dit « Une seule main n'applaudit pas », on a besoin de deux. Peut-être on a besoin de 10 000 et plus de mains, et puis c'est ça qui donne plus de voix et plus de... Ça a montré jusqu'à quel point on était réseautés L'émission est en comme train de se communauté. terminer.
mais franchement, je veux juste, je vous ai coupé, désolé, mais on pourra vous réinviter ici sur le plateau de Entre nous, pourquoi pas, on peut faire une émission spéciale à tous les jours. L'année prochaine. L'année prochaine, mais franchement, merci beaucoup d'avoir accepté d'être venu. Soukaina, merci encore. Monsieur Jury, à vous aussi, merci. Merci aussi à Monsieur Jolin et Madame Simard, vraiment merci d'avoir accepté d'être avec nous. Et puis moi, qu'est-ce que je pourrais dire pour terminer là, c'est nous serons, parce que c'est là, nous serons, et puis je pense que la résistance, elle s'arrête pas juste là, elle va continuer pour toujours parce que nous sommes et nous serons, nous allons continuer de vivre. Merci encore, et puis pour ceux qui nous ont regardés, à vous aussi, merci. Vous pouvez revoir l'émission en rediffusion sur le Facebook. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous, avec tout ce panel. On se voit à la semaine prochaine. Bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, on explore toutes les facettes du fromage avec une spécialiste, Michèle Forman. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Hatima Louaya, qui est une intervenante aux relations avec la communauté pour le CEPEO. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.